C'est c'est vraiment fascinant d'observer comment un bouleversement industriel de plusieurs milliards d'euros peut en fait se cacher derrière un simple chariot de supermarché. Ouais, c'est clair, c'est souvent là que tout commence, quoi. Bah oui, je veux dire, pendant des décennies, l'industrie de l'eau en bouteille nous a vendu une image d'Épinal qui est extrêmement puissante. On a tous en tête ces publicités avec des semets enneigés, une nature vierge de toute empreinte humaine. Ah, bah la fameuse promesse de la pureté absolue, exactement. Voilà, et cette promesse implicite, c'est que en achetant cette bouteille, on achète la pureté originelle, une sorte de bouclier liquide contre la pollution du monde moderne, en fait. C'est devenu un réflexe pour beaucoup de monde de considérer l'eau en plastique comme étant supérieure à l'eau du robinet. Grave. L'eau du robinet, elle est souvent perçue comme un truc chimique, utilitaire, voire carrément suspecte. Sauf que ce grand récit, il est en train de s'effondrer silencieusement. Mhm. Et c'est justement le point de départ de cette plongée au cœur de nos sources aujourd'hui. Exactement. Parce que notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre une transformation discrète mais massive. L'industrie mondiale de l'eau en bouteille est techniquement en train de se transformer en industrie de l'eau du robinet. C'est dingue quand on y pense. Et le symptôme le plus visible de cette mutation, ça a eu lieu en 2023, avec la disparition pure et simple d'un monument de nos rayons. Je parle de la vieille bouteille verte de Perrier Citron. Ah oui, et le cadre légal qui régit cette industrie est l'un des plus stricts de l'agroalimentaire. C'est précisément ce qui rend cette disparition si révélatrice, en fait. Attends, je peux préciser pour le cadre légal? Bien sûr, l'appellation eau minérale naturelle, c'est pas juste un slogan marketing qu'on colle sur une étiquette. C'est un statut juridique extrêmement rigide. Historiquement, ces eaux-là, elles étaient même vendues en pharmacie. Ah ouais, carrément. En pharmacie. Ouais. Et pour conserver ce statut, la loi stipule que l'eau doit être d'une pureté microbiologique totale dès sa sortie de terre. Et surtout, elle a l'interdiction absolue de subir le moindre traitement de dépollution. Zéro traitement donc. Zéro. Sauf que le mythe de l'eau pure, il se heurte aujourd'hui à la réalité d'un environnement qui est globalement contaminé. L'industrie traverse donc une crise existentielle silencieuse. Comment on fait pour continuer à vendre à prix d'or une ressource qui, dans les faits, n'est plus aussi pure qu'avant? Et c'est là qu'intervient l'enquête de France Télévisions, le magazine Sur le front de novembre 2024. En regardant leurs documents de près, la stratégie de contournement, elle saute aux yeux. Le fameux tour de passe-passe. C'est ça. Le Perrier Citron n'a pas laissé un rayon vide. Il a été remplacé par une bouteille au design presque identique, qui reprend les mêmes codes visuels, mais avec une subtile différence de nomenclature. Elle s'appelle désormais Maison Perrier Citron. Et pour un consommateur pressé, l'illusion est parfaite, quoi. Ah totalement. Mais quand on scrute les petits caractères au dos de la bouteille, on s'aperçoit que la mention légale eau minérale naturelle a purement et simplement été effacée. Et ça, c'est tout sauf un hasard. Non, ce qui suggère que cette disparition, c'est pas un oubli de l'imprimeur, c'est une manœuvre juridique pour s'octroyer le droit de filtrer et de traiter chimiquement l'eau contenue dans la bouteille. Exactement. Le mécanisme juridique, il est implacable. En retirant cette fameuse mention, la marque bascule son produit dans une autre catégorie légale. Souvent, ça devient des boissons rafraîchissantes ou des eaux de table. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Ça lève immédiatement l'interdiction de traitement. Dès lors, l'industriel gagne le droit d'utiliser des technologies lourdes de dépollution, comme les filtres à charbon actifs ou les traitements par ultraviolet. Et en quoi c'est problématique un filtre à charbon, au fond? Pour comprendre l'enjeu, il faut se pencher sur le fonctionnement de ce filtre. C'est un matériau extrêmement poreux, tu vois, qui agit comme une éponge à l'échelle moléculaire. D'accord. Ça retient les pesticides, les résidus médicamenteux, les polluants chimiques. Le problème vis-à-vis de la loi sur l'eau minérale, c'est que ce processus altère la nature même de l'eau. Il ne fait pas que retirer les polluants, il peut modifier la composition originelle. Ce qui détruit totalement le principe de l'eau pure à la source. C'est ça, ce n'est plus l'eau originelle. C'est un vrai tour de passe-passe industriel. Pour ceux qui nous écoutent pour utiliser une image du quotidien, c'est exactement comme si un grand restaurant triplement étoilé décidait de modifier discrètement le nom de son plat signature sur le menu. Ah, j'aime beaucoup l'analogie. Ouais, genre, le chef l'appelle un tout petit peu autrement, il garde la même présentation magnifique, le même prix exorbitant, mais du coup, il s'octroie le droit d'utiliser des ingrédients surgelés en cuisine en espérant que la clientèle ne remarque rien. C'est exactement ça. On maintient le prestige de la marque tout en opérant un déclassement total de la qualité du produit.
Et ce changement d'étiquette, au final, c'est l'aveu silencieux que les nappes phréatiques, très profondément sous terre, elles sont désormais tellement polluées qu'elles ne passent plus les tests. L'eau embouteillée nécessite les mêmes procédés de nettoyage que l'eau de notre évier. Ce qui met en lumière une réalité hydrogéologique super inquiétante en fait. Les eaux minérales sont généralement puisées dans des aquifères profonds. Qui sont censés être protégés normalement, hein. Absolument. Protégées de la pollution de surface par d'épaisses couches géologiques imperméables, comme de l'argile par exemple, traditionnellement, le temps de séjour de l'eau, donc le temps qu'il faut à une goutte de pluie pour traverser ces couches, ça se compte en décennies, voire en siècles. Waouh, ça fait un filtre naturel incroyable. Le meilleur filtre qui soit. Cependant, avec les dérèglements climatiques récents, l'alternance de sécheresse extrême qui fissure les sols et de précipitations diluviennes, ça crée ce qu'on appelle des macropores. Des failles, en gros. Des failles, ouais. Et l'eau de surface, qui est chargée de polluants, s'engouffre dans ces fissures et atteint les nappes profondes de manière très accélérée, ce qui contourne totalement le filtre naturel de la roche. Ce qui explique directement un événement majeur qui s'est produit en mars 2024. Suite à de fortes pluies, Nestlé a été contraint de détruire des centaines de palettes de Perrier. À cause d'une pollution inattendue. C'est ouf. Détruire des centaines de palettes, c'est une perte sèche qui montre à quel point la ressource à la source est devenue instable. Et les données sur leur site de production sont révélatrices. Tu parles des points de captage, hein. Ouais. Sur leurs 7 points de captage historiques, il y a un puits entier qui est aujourd'hui totalement fermé. C'est énorme. Ensuite, 4 autres parviennent encore, pour le moment, à produire de l'eau minérale naturelle sans traitement. Et les 2 derniers, ils ont été entièrement réaffectés pour alimenter exclusivement la production de cette eau traitée, la maison Perrier. La frontière entre l'eau pure et l'eau industrielle passe littéralement au milieu du même champ. C'est ça. Et le décalage entre leur communication et la réalité physique du site, il est abyssal. Nestlé a d'ailleurs refusé que les journalistes visitent les installations. Bien sûr. Mais du coup, l'équipe de Sur le Front a utilisé une caméra cachée lors d'une visite touristique publique. Et là, c'est le grand écart. Le musée, c'est une machine à maintenir le mythe. J'imagine, l'histoire thermale, la belle roche filtrante, tout ça. Exactement. Sauf que l'ironie culmine à la fin. Lors de la dégustation, on offre aux visiteurs la boisson à l'eau pétillante Maison Perrier sans jamais préciser qu'elle est traitée. Le storytelling reste intact jusqu'à la dernière goutte. C'est fou de maintenir cette omerta jusque dans la salle de dégustation. Tu fermais? Ouais, près du fameux puits condamné. On s'attendrait à voir une vieille pompe rouillée, tu vois. À la place, on découvre une zone ultra sécurisée. Vidéosurveillance et des agents de sécurité qui surgissent des bois pour refouler les curieux. Et pour cause. Bah oui, parce que l'Agence régionale de santé, l'ARS, y a détecté des germes fécaux, des bactéries intestinales retrouvées à plus de 100 mètres de profondeur. Ça fait froid dans le dos, hein. La présence de coliformes ou d'entéropoques fécaux dans un aquifère profond, c'est un indicateur clair de contamination directe par des effluents d'élevage ou des rejets humains en surface. C'est répugnant. Sanitairement parlant, c'est une ligne rouge absolue. Ça oblige à la fermeture immédiate du puits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet incident local, il s'inscrit dans un scandale global. De bien plus grande ampleur, oui. Des groupes immenses comme Nestlé ou Alma ont carrément reconnu avoir traité leurs eaux illégalement par le passé, avec des ultraviolets ou du charbon actif, pour conserver la fameuse étiquette. Et c'est ce paradoxe qui est dur à intégrer quand on y réfléchit. Toute cette industrie a potentiellement vendu à prix d'or une eau qui nécessitait les mêmes traitements que celle du robinet. Mais pourquoi prendre un tel risque pénal pour cacher ça? La logique derrière cette infraction, elle est purement financière. Évidemment. Si ces multinationales avaient joué le jeu de la transparence, elles auraient dû, selon la loi, étiqueter leurs bouteilles eau rendue potable par traitement. Ah, la mention qui tue. C'est un arrêt de mort commercial. Le prix de vente d'une eau minérale n'est justifié que par son aura de pureté. Si le public sait qu'elle a dû être nettoyée chimiquement, le consentement à payer disparaît instantanément. Donc c'est une fuite en avant technologique. Plutôt que d'admettre la pollution, les industriels préfèrent investir dans des traitements coûteux et discrets, tout en gardant le récit de la pureté. Exactement. Sauf que cette fuite en avant a des limites physiques et économiques. Ces systèmes de filtration coûtent hyper cher en énergie, en maintenance, et surtout, ils ne règlent jamais la cause originelle. Qui est la dégradation des sols en surface. Voilà. Et si la filtration en usine détruit la marge bénéficiaire et l'identité du produit, la seule option rationnelle qui reste, c'est d'empêcher la pollution d'atteindre la nappe en premier lieu. La prévention plutôt que la guérison, quoi. Tout à fait. Le traitement curatif en aval a prouvé ses limites.
La bascule vers la prévention en amont devient la seule issue viable. Et c'est ce qu'il est testé à grande échelle aujourd'hui, non pas par des industriels, mais par des collectivités. Ce qui nous amène à la troisième partie de notre analyse et à cet exemple fascinant de l'agglomération de Rennes. Un exemple très parlant. Ouais. Avec 500 000 habitants à fournir en eau potable, ils se sont trouvés face au même mur que les industriels. Traiter chimiquement l'eau coûte des millions aux contribuables. Et donc, au lieu d'acheter des filtres plus gros, Au lieu de ça, ils se sont attaqués à la racine en créant une alliance inattendue avec le monde agricole, sous la forme d'un label qui s'appelle Terre de Source. Et le concept, il inverse totalement le problème. ce mécanisme de terre de source, c'est vraiment un modèle d'économie circulaire appliqué à la préservation de l'eau. En gros, des agriculteurs volontaires qui sont situés sur les aires de captage s'engagent à supprimer les pesticides les plus toxiques. Ceux qui finissent toujours par couler dans les nappes. Exactement, ceux qui percolent. Mais là où c'est ingénieux, c'est la compensation. L'agriculture, c'est un secteur avec des marges extrêmement faibles. Si on leur interdit un produit, il y a un vrai risque de perte de rendement. Il faut bien que quelqu'un paye la différence. Et c'est là qu'intervient la labellisation. Les céréales ou le lait produits sous ces conditions strictes reçoivent ce label et sont valorisés, donc achetés, à un prix garanti et supérieur par les artisans locaux. Comme les boulangers. Et pour ceux qui nous écoutent, l'analogie est géniale. Quand on entre dans une boulangerie de la région et qu'on achète une baguette fabriquée avec du blé terre de source, on paye peut-être, 10 ou 15 centimes de plus. Ce qui reste très accessible. Sauf que cette augmentation, on sait pourquoi on la paie. Acheter une baguette de pain devient littéralement un acte de filtration de l'eau du robinet. C'est joliment dit. C'est un circuit court de la dépollution en fait. On paie pour la santé du sol du paysan d'à côté au lieu de payer pour des filtres industriels à charbon. Et économiquement, pour la collectivité, le calcul est implacable. Le coût de la dépollution par des stations de traitement municipales, ça se chiffre en dizaines de millions d'euros qu'on retrouve sur notre facture d'eau. Alors que là, Soutenir une filière agricole vertueuse en amont s'avère nettement moins onéreux sur le long terme. Le citoyen devient un acteur direct de la qualité de son environnement. ce modèle a l'air tellement évident sur le papier qu'on se demande pourquoi ça n'est pas appliqué partout. Mais le documentaire montre bien le grand défi qui reste à relever. Le mur de la réalité agricole, ouais. C'est ça. On suit l'initiative d'un acteur local, Michael, qui veut créer une zone zéro pesticide totale autour des puits de sa région. Et le mec est sérieux. Il a mis 3 millions d'euros sur la table pour compenser les agriculteurs. Une très belle somme. Mais pourtant, le principal syndicat agricole, la FNSEA, refuse pour le moment. Ce qui illustre bien l'énorme résistance face à la transition. Et il faut comprendre ce refus factuellement, sans prendre parti. C'est pas forcément une opposition idéologique de principe. C'est lié à une réalité économique qu'on appelle l'effet verrou. C'est-à-dire, L'agriculture conventionnelle, c'est hyper capitalisé. Un agriculteur moyen, il a d'énormes dettes pour rembourser des tracteurs et des machines calibrées pour utiliser des produits chimiques. donc, on ne lui demande pas juste d'arrêter un produit, on lui demande d'abandonner ses machines, pas encore remboursées, et de risquer de tout perdre si un ravageur détruit sa récolte. Exactement. C'est le risque de faillite personnelle. Face à ça, une cagnotte de 3 millions, une fois divisée par le nombre d'exploitations et lissée sur 20 ans, Ah ouais, ça devient dérisoire. c'est ça. Tout l'écosystème financier agricole est structuré pour du rendement à court terme. Pour changer ça, il faut des garanties de marché sur le très long terme. C'est le choc entre le temps long de la nature et le temps court de l'économie. Si on fait la synthèse de cette exploration, c'est quand même un voyage de dingue. On part d'une simple mention effacée sur une bouteille en plastique de supermarché. Le détail qui cache la forêt. Et ce détail nous entraîne sous terre pour découvrir des nappes millénaires polluées. On découvre une industrie acculée qui se transforme en usine de traitement en cachette. Et on finit dans un champ de blé. Voilà, pour comprendre que la vraie solution, elle est à la surface, dans notre modèle agricole. Ce qui soulève une réflexion finale assez provocatrice, je trouve. Je t'écoute. Si dépolluer l'eau en bouteille coûte de plus en plus cher, et si la qualité de notre eau du robinet dépend des agriculteurs locaux qui sanctuarisent les sols, est-ce qu'on ne va pas vers une inversion totale? Une inversion de la hiérarchie des eaux. Ouais. Arrivera-t-il un jour où la véritable eau de luxe, la plus prestigieuse, ce ne sera plus celle qui porte le nom d'une multinationale dans du plastique, mais tout simplement l'eau du robinet d'une commune qui a eu le courage de protéger ses terres? C'est une excellente question pour terminer. Finalement, dans un monde pollué, l'eau la plus précieuse sera peut-être celle qui n'a pas besoin de voyager.